Alors bonjour à toutes et tous et bienvenue dans une vidéo de correction d'exercice d'oral central du cours diffusion thermique où on va s'intéresser à une ailette de refroidissement utilisée pour refroidir un moteur et évacuer toute la puissance thermique qu'il produit afin qu'il ne surchauffe pas. Et donc je vous ai remis ici cet exercice d'oral, donc il est disponible sur le site de Centrale Supélec dans la filière PC, mais je vous l'ai remis ici. Donc vous pouvez soit directement mettre sur pause et le chercher, soit vous pouvez commencer à regarder un peu la vidéo, puis pour voir le lancement un petit peu si vous êtes un petit peu perdu, et le mettre sur pause de temps en temps pour rechercher. Il est important que vous fassiez les calculs vous-même, parce que en fait le but de ces exercices, donc vous verrez c'est un exercice un petit peu ouvert, le but de ces exercices il est double. Premièrement, c'est d'améliorer son sens physique. Quand c'est un peu ouvert, c'est à nous de trouver les voies dans lesquelles avancer, les directions dans lesquelles partir, et ça fait travailler le sens physique, donc ça c'est intéressant. Et puis le deuxième intérêt, c'est aussi de s'entraîner à résoudre des équations, à mettre en équation, et donc là il y a plus des techniques de calcul et des méthodes usuelles. Donc cet exercice je l'aime bien parce qu'il couple un petit peu les deux et il permet de dire beaucoup de choses. Donc vous pouvez soit mettre sur pause tout de suite ou commencer un petit peu à regarder la vidéo et puis mettre sur pause une fois que le problème est davantage posé et pour le résoudre. Donc on va partir tout de suite sur la résolution. Ici l'énoncé de l'exercice. On va d'abord un peu analyser ce qui est attendu, et puis ensuite on va donc répondre à la question. Donc vous avez en fait un moteur ici, donc c'est toujours intéressant de s'approprier l'exercice en refaisant un schéma. Donc vous avez un moteur qui a une certaine température θ0 qui chauffe de par son activité, et afin qu'il ne chauffe pas trop, il faut évacuer de la puissance de ce moteur, et ça se fait via une ailette comme ça, qui est un petit cylindre accolé au moteur. Donc, je vais essayer de le dessiner un peu mieux, voilà, comme ça. Et on nous dit que tout ça, ça baigne dans de l'air qui est à la température θe, comme θ extérieur. Et ce qui va se passer, c'est donc qu'il va y avoir un flux thermique, phi0, qui va être évacué depuis le moteur jusqu'à l'ailette de refroidissement. Et en fait, cette ailette de refroidissement, par contact avec l'air, va en fait transférer cette puissance thermique phi0 vers l'extérieur. Et la question qu'on se pose, c'est combien d'ailettes va-t-il falloir placer sur le moteur afin de pouvoir évacuer un flux total de 40 watts. Déjà, on peut remarquer que si une ailette permet d'évacuer un flux phi0, alors le nombre d'ailettes nécessaire sera naturellement n égale le flux total évacué sur phi0. Alors vous voyez, quand vous avez des questions un petit peu ouvertes, comme ça un petit peu en mode résolution de problème, il ne faut pas hésiter surtout à définir des nouveaux symboles qui interviendront dans les calculs, ici phi0 ou n, puisque c'est eux qui vont permettre de rendre le raisonnement plus compréhensible en gardant le plus possible des expressions littérales et non pas d'introduire des applications numériques intermédiaires qui obscurcissent fortement le raisonnement. Donc ça, c'est attendu dans des résolutions de problèmes ou des exercices un petit peu ouverts d'oral comme ça, de définir des nouvelles grandeurs proprement. Donc c'est ce qu'on fait ici. Et donc maintenant, calculons, exprimons phi0. Comment peut-on déterminer le flux thermique évacué par une ailette? Alors, on va refaire un schéma peut-être un peu plus grand. Pareil, il ne faut jamais être avare de schéma. C'est toujours dans les schémas que se jouent les raisonnements. Donc phi0, c'est le flux thermique ici. Et si j'essaye de le relier aux autres grandeurs du cours, donc je peux peut-être paramétrer, déjà on voit qu'il y a un axe principal de mon système qui est l'axe horizontal, donc je peux peut-être paramétrer par EX, et alors, maintenant qu'on a l'axe X, on peut définir ici cette interface qui va jouer un rôle particulier comme étant x égale 0, et donc ça va nous permettre d'exprimer phi0 comme étant l'intégrale double sur la surface en x égale 0 de JQ scalaire delta S, où JQ est le vecteur densité de courant thermique. Alors delta S, ça va être ici en fait un vecteur surface élémentaire orienté vers la droite, comme ça, puisque je regarde le flux qui va vers la droite, donc delta S, ce sera une surface élémentaire fois EX. Alors, pour calculer ça, il va nous falloir plus d'informations sur JQ, mais on sait que JQ, donc le
vecteur densité de flux thermique est une grandeur continue. Donc or, JQ en x égale 0, c'est aussi à tout instant, c'est aussi JQ en x égale 0 plus, à tout instant, c'est-à-dire le transfert thermique ici, dans la barre, et la barre est soumise à la diffusion, et donc on peut utiliser la loi de Fourier dans la barre, qui nous dit que ça va être moins lambda, donc la conductivité thermique du matériau que constitue la barre, ici, lambda, fois le gradient de la température au sein de la barre évaluée, donc en x égale 0, alors 0 plus ou 0, c'est pareil ici, donc dans la barre, et ça, si je fais l'hypothèse d'après le caractère unidimensionnel, on a un système ici qui est unidimensionnel, la barre est considérée comme un système unidimensionnel qui se vend EX, donc je peux dire que T ne dépend a priori dans la barre que de X et de T, ça nous donne moins lambda, d rond T sur d rond X, porté par EX, ce que je peux aussi appeler JQ de XT, porté par EX, hein, JQ, c'est donc moins lambda d rond T sur d rond X. Alors, ça nous permet donc d'écrire d'où phi 0, c'est l'intégrale sur la surface en x égale 0, de JQ de xt delta S, puisque EX scalaire EX donne 1, et ici, comme cette grandeur ne dépend que de x et du temps, comme on intègre ici à x égale 0, ben cette grandeur est uniforme, et donc on trouve JQ de x égale 0 fois S. Autrement dit, pour déterminer le nombre d'ailettes, nous avons besoin de calculer le flux thermique phi0 évacué pour une ailette, et pour calculer le flux thermique phi0 évalué par une ailette, nous avons besoin de JQ en x égale 0. Et JQ en x égale 0, on peut aussi écrire moins lambda d rond T sur d rond x évalué en x égale 0 fois S. Autrement dit, nous avons besoin de la température en fonction de x dans l'ailette afin de déterminer phi0. Donc, nouvelle étape, cherchons désormais l'expression de la température Tx de T en tout point de la barre. Donc, en fait, on est un peu sur une deuxième partie du problème désormais. Donc, nous avons ici une température θ0 et la barre. Donc, j'appelle la barre, mais je devrais dire l'ailette. C'est le vocabulaire que j'utilise depuis tout à l'heure, c'est l'ailette. Nous avons l'ailette ici cylindrique. Une température θe extérieure. Et donc, on va chercher la température ici. Donc, l'axe, ici nous avons x égale 0. Et donc, en une valeur de x quelconque, nous cherchons la température de T à cet endroit-là. Comme ça, si on le sait pour tout x, on va pouvoir faire moins d rond T sur d rond x et calculer le flux phi0. Alors, première hypothèse, puisque l'énoncé le suggère sans le dire clairement, plaçons-nous en régime établi. C'est-à-dire que T de xt, en fait, ne dépend pas du temps. Et en fait, la seule variable dont dépend T, c'est T de x. Et pour trouver maintenant le champ de température, nous allons devoir appliquer, comme à chaque fois que nous cherchons à trouver des augmentations de température d'un système à partir des transferts thermiques qu'il reçoit, il faut appliquer le premier principe à un système. Mais alors, il faut bien réfléchir sur quel système il faut appliquer le premier principe. Comme nous cherchons à établir la température T qui dépend de x, et que le premier principe s'applique sur des systèmes qui sont à l'équilibre, qui sont entre des états d'équilibre thermodynamique, ça veut dire qu'on applique le premier principe sur des systèmes pour lesquels la température est définie. Autrement dit, la température est uniforme au sein du système. Et le seul moyen d'y arriver sur les lettres, c'est de la découper en petits éléments, des tronçons, compris entre x et x plus dx, de telle manière qu'on puisse supposer qu'à l'échelle du tronçon, la température est uniforme, et donc le système parcourt une succession d'états d'équilibre au cours du temps, et donc qu'on peut appliquer le premier principe.
Donc ça, c'est ce qu'on va mettre tronçon delete entre x et x plus dx. Et entre quels instants? Eh bien, entre deux instants très proches, pour établir l'équation de la diffusion thermique comme nous l'avons fait dans le cours. Et donc le premier principe, c'est écrit, donc je peux écrire que la variation d'énergie interne de notre système, donc sigma ça, donc notre système il est infinitésimal, donc son énergie interne, c'est delta U, elle est également infinitésimale. Donc la variation entre T et T plus dt de l'énergie du système infinitésimal, c'est D de delta U. Elle est égale au transfert thermique que reçoit le système, plus le travail des forces qui s'exercent sur le système. Les forces extérieures. Alors, tout de suite, nous pouvons annuler le travail car le système subit une transformation isochore. Il n'y a pas de variation de volume du système sigma que nous étudions. Donc on n'aura pas de travail. Et comme nous sommes en régime permanent, ce terme-là s'annule. Ça, c'est l'intérêt de l'hypothèse du régime permanent. On peut directement annuler ce terme-là puisque l'énergie interne du système sigma à t plus dt va être égale à l'énergie interne du système à l'instant t, puisqu'il n'y a plus d'évolution de température du système entre t et t plus dt. Donc d de delta U est égal à 0. Autrement dit, 0 égale delta Q. Alors maintenant, on va analyser les transferts thermiques reçus par notre système. Comme d'habitude, notre système va recevoir un transfert thermique orienté vers la droite en x, et il va perdre un transfert thermique en x plus dx. Donc ici, j'ai delta Q en x, et delta Q en x plus dx. Donc d'après l'algébrisation du schéma, ça va faire delta Q en x moins delta Q en x plus dx, car delta Q en x plus dx sort, donc je le compte négativement. Et il ne faut pas oublier que le rôle de l'ailette de refroidissement, c'est d'évacuer un transfert thermique vers l'extérieur. Donc je vais appeler delta Q latéral, que j'ai algébrisé, que j'ai orienté sortant de mon système, donc ici il va s'écrire moins delta Q latéral. C'est la nouveauté de cet exercice par rapport au cours. Alors, delta Q de x et delta Q de x plus dx, c'est vraiment la démonstration du cours. Donc ça, on peut les remplacer directement par le flux thermique reçu par le système en x moins le flux thermique reçu par le système en x plus dx, le tout fois dt. Et puis là, on peut remplacer ça par une puissance, un flux thermique latéral fois dt. Le flux thermique reçu en x et le flux thermique reçu en x plus dx. Donc je vais juste redessiner mon schéma en plus gros. Ne jamais être avare de schéma. X plus dx. Donc le flux thermique reçu en x, il est comme ça. Le flux thermique sortant en x plus dx est comme ça. Ils sont eux-mêmes reliés au vecteur JQ. Donc là, c'est JQ en x. Bon, alors je pourrais mettre qui dépend du temps, mais on est en régime permanent, donc les grandeurs ne dépendent plus du temps. Fois S, moins JQ en x plus dx, fois S, le tout fois dt. Et là, donc là, c'est lié au JQ ici, de diffusion thermique au sein de la barre. Et j'ai aussi ici, je peux définir aussi, maintenant, donc là c'était le flux latéral, mais je peux lui associer un J latéral, un JQ latéral. Et donc là, j'aurai moins JQ latéral, que je multiplierai par une section, par une surface. Mais alors attention, la surface, ça va être la surface latérale du barreau. Il faut imaginer que l'ailette est cylindrique, donc il faut considérer toute la surface latérale du barreau. Alors cette surface latérale, on va l'exprimer tout de suite. C'est le périmètre ici. Alors il faudrait que j'introduise le rayon R de l'ailette. Donc du coup, S lat, ça va être le périmètre de pi r fois l'épaisseur finalement du système, donc dx. Autrement dit, c'est une surface latérale infinitésimale, donc je vais même écrire delta S lat, puisqu'elle est proportionnelle à dx. Voilà. Et donc on a quasiment terminé notre bilan d'énergie. Je vais juste le réécrire en utilisant la formule de Taylor. Donc je peux ici utiliser moins d rond JQ sur d rond factorisé par S, et dire que ce qui est entre les parenthèses, c'est moins d rond JQ sur d rond x dx fois S dt, moins JQ latéral fois 2 pi r dx, et j'avais oublié le dt derrière, donc dt. Et là, il va falloir qu'on analyse rapidement. JQ, nous avons vu, JQ, c'est de la diffusion thermique dans la barre.
Donc diffusion thermique dans l'ailette. Et bien ça se donne, on va trouver son expression par la loi de Fourier. Ça va donner moins lambda d rond t sur d rond x. Ça c'est la loi de Fourier associée au phénomène de diffusion dans un matériau de conductivité lambda. Et deuxième point, JQ latéral. Alors là c'est plus compliqué, ce n'est pas uniquement de la diffusion. Il y a bien entendu de la diffusion de la chaleur du milieu, par exemple ici le plus chaud à l'intérieur vers le milieu le plus froid à l'extérieur, mais il y a aussi au niveau de la surface ici des phénomènes de convection, des recirculations d'air au niveau de la surface, qui fait que on a en fait un mélange de diffusion et de convection. Donc là c'est JQ latéral, c'est de la diffusion plus convection à l'interface ailette air. Et alors ça, quand on a un mélange de convection et de diffusion, c'est une interface avec entre un solide et un fluide, c'est la loi de Newton qui va nous le donner. Donc là, on va poser que JQ latéral est la forme une constante H, coefficient de conducto-convection de Newton, conducto-convection de Newton, fois la température du système, T de X, qui ne dépend pas du temps, donc je mets juste T de X, moins la température extérieure, θe. Donc ça va être la loi de la relation de Newton, qui est la condition limite latérale de notre système. Ce qui va nous permettre d'écrire, d'où, en remplaçant dans le système, en remplaçant dans cette première équation là que j'avais encadrée, quand on va remplacer cette loi-là et cette loi-là, on va trouver lambda S d de t sur d rond x2, d rond de t sur d rond x2, 0 égale lambda de S d rond de t sur d rond x2, moins 2 pi r, alors dx dt se simplifie, h t de x moins θe. Alors au passage, t ne dépend que de x, donc ça devient une dérivée droite, donc que je peux exprimer comme ça, car t ne dépend que d'une variable. Et donc on va juste réécrire l'équation en l'améliorant un tout petit peu. S c'est aussi pi r carré, donc je vais essayer de limiter le nombre de variables qui apparaissent. Donc on va avoir d de t sur dx2 moins 2 pi, alors le pi va s'en aller, moins 2 sur lambda r, moins 2h sur lambda r, fois t égale moins 2h sur lambda r θe. Voici donc la réécriture de l'équation. Alors ça, je l'entoure puisque c'est vraiment l'équation différentielle qui va nous permettre de trouver t de x. Alors, je vais juste, avant de on va la résoudre bien sûr. Avant de la résoudre, on va un petit peu la simplifier, du moins on va l'analyser. C'est-à-dire qu'ici vous avez une température sur une longueur au carré, en termes de dimension. Là vous avez une température, autrement dit ce terme, ici, c'est l'inverse d'une longueur au carré. Et donc posons, pour des questions d'écriture, 1 sur delta carré, une longueur au carré, on peut appeler cette longueur caractéristique delta, qui vaut 2h sur lambda r avec delta, donc égal à racine de lambda r sur 2h, la distance caractéristique associée au problème. Donc on sait que c'est homogène à une distance, donc on l'appelle distance caractéristique, c'est-à-dire qu'elle va jouer un rôle dans cet exercice. Donc pour l'instant on l'appelle la distance caractéristique associée à cette équation de diffusion. Donc ça va être la distance caractéristique de diffusion. Et donc ça va me permettre d'écrire l'équation sous une forme un petit peu plus simple, moins t sur delta carré égale moins θe sur delta carré. Voilà l'équation à résoudre désormais. Et donc on y va, donc là on fait la méthode habituelle, hein. T de x, ça va donc être la solution de l'équation homogène associée, plus une solution particulière qu'on cherche de la même forme que le second membre. Ici le second membre est constant, donc on va la chercher sous la forme également d'une constante. Alors faisons-le tout de suite. Si c'est une constante, d de t part constante sur dx2 moins t part
constante sur delta 2 doit être égale à moins θe sur delta 2. En fait, on voit tout de suite que la solution particulière cherchée sous forme d'une constante vaut θe, puisque comme là c'est une constante, sa dérivée par rapport à x vaut 0. T égale θe, donc ça, on l'a trouvé. Et maintenant, pour le T homogène, on résout l'équation homogène associée à l'équation initiale, c'est-à-dire qu'on ne met pas de second membre. Donc ça, c'est l'équation homogène associée. On peut en déduire l'équation caractéristique. C'est r carré moins 1 sur delta 2 égale 0. Autrement dit, r égale plus ou moins 1 sur delta. Et on sait que dans ce cas, la résolution d'un système d'ordre 2 nous permet de trouver la température homogène en fonction de x qui vaut a exponentielle de x sur delta plus b exponentielle de moins x sur delta. Autrement dit, t de x égale θe plus a exponentielle de x sur delta plus b exponentielle de moins x sur delta. Donc voilà la résolution, la première résolution de l'équation différentielle t de x, mais il nous faut maintenant trouver a et b, et donc pour cela il nous faut étudier les conditions aux limites de notre système. Donc on va analyser un petit peu le système étudié. Donc je rappelle qu'on a un moteur ici de température θ0, une barre, une ailette de refroidissement qui plonge dans l'air θe, et que en fait notre système, donc nous on s'intéresse à ce qui se passe dans l'ailette pour l'instant, donc c'est entre x égale 0, et ici je ne l'ai pas encore défini, mais on peut appeler L la longueur de l'ailette, et donc les conditions limites de notre système qui vont nous permettre de trouver A et B, c'est ce qui se passe en x égale 0 et en x égale L. Alors en x égale 0, on a un contact entre deux solides, et dans ce cas, on peut faire l'hypothèse du contact parfait assez facilement. Donc hypothèse contact parfait, et donc on peut dire que T de 0 égale θ0. Donc la température à cet endroit ici, c'est la même que la température à cet endroit ici. L'hypothèse du contact parfait permet d'affirmer la continuité de T en x égale 0. Donc ça nous donne une première condition limite. Donc en x égale 0, T de 0, donc ça c'est les conditions limites, égale θ0. Maintenant il faut regarder ce qui se passe en x égale L. Alors là il y a plusieurs possibilités. Il y en a trois. On va aller de la plus simple à la plus compliquée. On résolvera dans le cas de la plus simple parce qu'en fait après c'est juste du calcul. Et le but c'est pas pour cette première vidéo sur les LED de refroidissement, c'est pas de traiter les trucs les plus compliqués d'un point de vue calcul, c'est de comprendre la physique. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Alors la première possibilité pour les LED de refroidissement, c'est considérer que L suffisamment grand pour supposer les lettres infinies. Donc ça c'est le choix numéro 1 qu'on peut faire. Alors suffisamment grand, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que L est grand devant les autres grandeurs caractéristiques du problème, mais en l'occurrence on a vu apparaître une grandeur caractéristique dans le problème, c'était delta. Donc ça c'est une première hypothèse, qui n'est pas forcément toujours vérifiée en pratique, mais qui permet, si l'ailette est suffisamment grande, de résoudre aisément l'équation. La deuxième possibilité, donc je reviendrai juste après sur les conséquences de cette hypothèse, mais on va regarder un petit peu les deux autres possibilités qui s'offrent à nous. Ici on a de l'air à la θe, ici on a la température en x égale L, on peut supposer ici une continuité de la température. Continuité de T en x égale L, autrement dit T de x égale L égale θ extérieur. Alors en fait c'est très discutable cette hypothèse, parce que ici encore une fois il y aura des transferts, il y aura des recirculations de fluides, des phénomènes de convection qui vont avoir lieu, et il y a une forte chance qu'on ait quand même une discontinuité de la température ici. Alors si on peut pas faire mieux, on peut imaginer la continuité de T en x égale L, mais clairement c'est pas a priori l'hypothèse la plus réaliste. Et sinon,
à cause de ces recirculations-là, qu'est-ce qu'on peut écrire en x égale L? On peut écrire la continuité du flux thermique en x égale L. Ça, c'est toujours vrai, la continuité de JQ. Et ça va impliquer que JQ en x égale L moins égale JQ en x égale L plus. Mais en x égale L moins, c'est ici. Nous sommes encore dans la barre, donc on peut écrire que ça, c'est la loi de Fourier, moins lambda déronté sur d rond x en x égale L moins. Par contre, là, nous sommes dans l'air. Là, nous étions dans la barre, c'était toujours la loi de Fourier. Là, nous sommes dans l'air soumis à des phénomènes de diffusion et de convection. Et donc là, ça va être la relation de Newton. Donc on peut dire que c'est H fois T de x égale L moins θe. Alors vous voyez, c'est probablement cette hypothèse-là, cette modélisation-là qui est la plus juste des trois, et qui marche tout le temps, et qui va nous permettre, en injectant la forme de T que nous avons trouvée dans cette relation, d'avoir une relation avec A et B. Bon, donc voilà les trois possibilités. On pourrait faire maintenant les trois cas et voir à chaque fois ce que ça donne, mais pour la physique du problème, moi je ne m'intéresse désormais plus qu'à la 1. Sachant que si vous voulez faire la 2 ou la 3, je vous le dis, il suffit maintenant de choisir soit la 2, soit la 3, d'avoir également l'équation x égale 0, et puis de reprendre l'expression que vous avez de t de x, de l'injecter dans les conditions limites que vous avez trouvées. Vous allez trouver un système d'équations qui va vous permettre de trouver A et B. Donc après, ce n'est plus que du calcul. Mais nous revenons sur l'hypothèse 1. Donc choix de l'hypothèse 1. Choix de l'hypothèse 1. Là, l'ailette est supposée infinie. Or, t de x, c'est θe plus a exponentielle moins x sur delta plus b exponentielle x sur delta. Et t ne diverge pas. On sait que t ne va pas diverger dans l'ailette. Et bien, si l'ailette est infinie et qu'on veut que t ne diverge pas, il faut que ce terme-là disparaisse, puisque lui, il tend vers l'infini quand x tend vers l'infini. Et donc, b égale 0. De plus, t de x égale 0 égale θ0, mais c'est aussi égal à θe plus a, d'où a égale θ0 moins θe. D'où t de x égale θe plus θ0 moins θe exponentielle de moins x sur delta. Ah voilà, alors juste pour revenir pourquoi je prends le choix de l'hypothèse 1, vous avez ici comme un exercice d'oral qui est sous forme un petit peu d'une résolution de problème, c'est-à-dire que c'est pas très détaillé, c'est à vous de proposer une modélisation, d'avancer des arguments, et dans ces cas-là, on commence toujours par les choses les plus simples, pour déjà voir les résultats qu'on obtient, avant de raffiner les modèles, et éventuellement d'améliorer. Donc on a déjà un exercice un peu long, un peu compliqué, donc on ne va pas chercher les hypothèses les plus compliquées tout de suite. Donc t de x est là, et donc ça peut quand même être intéressant de le tracer en fonction de x. T de x, on a une décroissance comme ça de la température, donc d'ordre 1, qui va tendre jusque θe, équivaut θ0 en x égale 0. Et là, on voit apparaître la distance caractéristique d'atténuation de la température dans l'ailette. Et donc, si l'ailette est beaucoup plus grande que si L est ici, eh bien, on voit bien que si elle était très grande vent delta, on a la température en x égale qui vaut θe, et ça, c'est assez cohérent. Ça veut dire qu'en fait, le modèle que nous avons pris, il est valide si l'ailette est suffisamment grande et que ici, finalement, la température est environ égale à θe, puisque en quelque part, tout le transfert thermique, tout le flux thermique qui a été injecté ici, bah, il s'est finalement évacué par les côtés, et donc là, on est à θe, il n'y a quasiment plus de transfert thermique qui arrive jusqu'au bout. C'est un peu l'idée. Alors, je rappelle que le but pour nous, c'est de trouver le flux thermique ici, et nous avions trouvé que phi0, c'était moins lambda d rond t sur d rond x en x égale 0 fois la surface qui vaut pi r carré. Eh bien, il nous suffit
de dériver maintenant l'expression que nous avons ici. Et donc ça va faire moins lambda. Alors quand on va dériver, il va y avoir 1 sur delta qui va passer devant, fois θ0 moins θe, exponentielle de moins x sur delta, mais évaluée en x égale 0, donc ça fait 1, fois pi r carré. Et donc, on va l'exprimer, puisqu'on avait trouvé que delta, ça valait racine de, je crois, 2h sur lambda r. Je vais vérifier. Les distances caractéristiques, c'était... Non, lambda r sur 2h, pardon. Lambda r sur 2h, hop. Donc, lambda sur delta, c'est ça, fois θ0 moins θe, fois pi r carré. Donc ça, il va y avoir des simplifications qui vont avoir lieu. Ça va faire racine de 2h sur lambda, pi r puissance 3,5, a priori, fois θ0 moins θe. Donc, à partir de l'expression de phi0, on en déduit donc n égale phi t sur phi0, et quand on fait l'application numérique, c'est légèrement supérieur à 8. Donc, il va nous falloir n, si on arrondit à la valeur supérieure, n égale 9 élettes nécessaires. Et donc 9 élettes seront nécessaires pour refroidir le système. Alors, voilà. Alors, comment on peut améliorer encore le refroidissement du système? Et bien, par exemple, on peut très bien imaginer que on rajoute davantage de la convection ici avec un ventilateur qui soufflerait ici pour augmenter la valeur de H en fait du transfert conducto-convectif, et donc ça améliorerait le refroidissement. On peut aussi faire baigner les LED dans un fluide caloporteur qui circule, c'est-à-dire que tout ça, ça baignerait dans un fluide de l'eau typiquement, qu'on ferait circuler comme ça, donc qui évacuerait la chaleur. Donc voilà, tout ça, ça jouerait sur la valeur de H, l'augmenterait, et donc en fait permettrait d'évacuer davantage de chaleur.